Bonjour à tous, je suis Jean-Guillaume Dornano, directeur de la publication d'Options Finance et je suis très heureux de vous accueillir et d'animer ce webinaire organisé à l'occasion de la sortie du troisième baromètre sur les directeurs financiers et digital, baromètre réalisé par Options Finance et Spoken Pools en partenariat avec Board, ITsoft et Wavestone. Vous imaginez que la question cette année pour les DAF dans la crise, c'était pause ou accélération digitale en 2021. On va démarrer cette discussion sur ces résultats, mais on va tâcher aussi de mettre en perspective ces résultats, ou les tendances à l'aune de la crise qu'on traverse et les besoins des directions financières dans ce contexte. Donc notre conversation ce matin va se structurer autour d'une introduction des principaux résultats de l'étude, et puis on donnera ensuite plus largement la parole à nos experts que je vais vous présenter dans un instant. Alors, comme vous le savez, vous êtes maintenant habitués, ça fait 1 an qu'on fait des webinaires les uns et les autres. Vous pouvez à tout moment poser vos questions, c'est généralement en haut à droite, et on en sélectionnera quelques-unes pour y répondre à la fin du webinaire. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre la discussion avec nos experts en les contactant directement. Vous pourrez leur demander de vous communiquer la totalité du baromètre, ce qui seront, j'en suis certain, ravi de faire. Alors ce matin, j'ai autour de moi pour cette conversation Suzanne Lippmann. Bonjour Suzanne. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour tout le monde. Vous êtes groupe CFO chez HTL Biotechnologie. Vous êtes aussi présidente du méta-réseau des financiers d'entreprise FIPLUS. Vous avez débuté votre carrière chez Arthur Andersen dans le groupe Automatic Data Processing. Vous avez été CFO France-Tunisie, puis par la suite, vous avez rejoint successivement deux groupes sous LBO, Etipharm, je crois que c'était une entreprise qui spécialisée dans les médicaments des soins d'urgence, et puis depuis 1 an chez HTL Biotechnologie, une biotech qui développe et produit des biopolymères de grade pharmaceutique. Merci d'être parmi nous. Aussi autour de cette table virtuelle, Samy Jaël, Senior Manager Lean et Digital Finance chez Wavestone. Bonjour Samy. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour tout le monde. Formé à l'école de l'audit, vous accompagnez maintenant depuis une dizaine d'années les directions financières dans leurs projets de réorganisation, d'optimisation de processus et de transformation digitale. En tant que Black Belt et référent digital finance chez Wavestone, vous alliez ces deux expertises pour accompagner vos clients des grands groupes français généralement dans leurs projets de transformation. Et puis avec nous également ce matin, Julien Moreau, Channel Manager de Board France. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors Julien, vous avez une solide expérience de plus de 20 ans chez les éditeurs de logiciels à destination de la direction financière et plus spécialement autour du sujet de reporting, de pilotage de performance ou de consolidation. On aura l'occasion d'en parler. Vous avez exercé différents postes au sein de ces entreprises, les fonctions de consultant, de responsable produit, de responsable d'offres, et vous êtes, comme je le disais, responsable aujourd'hui des partenariats et alliances chez Board de France. Et puis Mathias Parnaudot, solution leader direction financière chez ITsoft. Bonjour Mathias. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour à toutes et tous. Mathias, vous avez d'abord été développeur, puis expert de la dématérialisation de documents, et vous êtes depuis 12 ans chez ITsoft et vous êtes toujours très impliqué dans les problèmes de dématérialisation, de gestion de solutions de traitement automatique pour les directions financières. Là encore, on en parlera un petit peu plus tard. Mais avant de vous donner à tous les quatre la parole, on va démarrer par la présentation de l'étude 2021. Eric, on va commencer ensemble. Ce baromètre a été mené par la société d'études de B2B Spoken Pools que vous dirigez, Eric, et qui, à travers ses solutions innovantes et ses communautés B2B, étudie les projets des décideurs professionnels. Vous avez réalisé pas mal d'études avec Options Finance, pour Ophi, Fidelity, Aviva, et la dernière en date, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, Eric, sur les directions financières et digitales. Voilà. Alors, si j'ai bien lu, elle est en 2 temps ou en 2 grandes parties. Dans un premier temps, vous avez regardé le rôle du DAF face à la crise de Covid-19. Et puis, dans un second temps, vous vous êtes plus penché sur l'état d'avancement de la digitalisation du DAF dans cette période de crise. Alors, on sait aujourd'hui que le rôle de la digitalisation dans la transformation de la fonction de finance, c'est plus vraiment à prouver. Mais ce qu'on va essayer de voir et découvrir avec vous, c'est 1 an après la crise Covid, qui est toujours pas terminée, s'il y a un renforcement justement de la digitalisation des directions financières. C'est à vous, Eric.
Merci Jean-Guillaume. Donc c'est exactement le sujet. Donc c'est effectivement la troisième année que les équipes de Spoken Call réalisent cette étude auprès des directions financières. Donc on a une bonne vue de l'évolution de la maturité digitale de cette fonction dans les entreprises. On va l'aborder en première partie de présentation. Et puis en deuxième partie, effectivement, on s'est intéressé aux enjeux de court terme et de moyen terme. Alors pour revenir un petit peu sur l'étude. J'ai pas l'étude à l'écran. Voilà. Donc pour revenir sur la réalisation de cette étude, déjà un petit point méthodologique. Donc cette étude a été réalisée auprès de 184 directeurs financiers, d'A, trésorerie, voilà, dans des entreprises plutôt grandes comptes et ETI. Donc c'est vraiment un regard plutôt grand compte. Et le mode d'administration est assez classique chez nous. C'est un mode d'administration digital et qui est complété par des entretiens téléphoniques. L'étude a été réalisée exactement un an après la précédente, entre le 8 février et le 15 mars 2021. Donc ça nous a permis de contextualiser un petit peu une première partie des questions sur la digitalisation dans cette période de crise. Et quand on regarde la réponse à cette question, c'est-à-dire la résilience, donc le transparent suivant, la résilience des directions financières face à la crise. Quand on regarde, eh bien on a plutôt voilà, donc on a plutôt une bonne nouvelle, c'est que la résilience a été plutôt efficace. C'est-à-dire que les investissements digitaux passés se sont comportés de manière efficace pendant cette crise, et on le voit bien à travers les réponses pour une majorité des responsables financiers interrogés. Donc plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on a tendance souvent à penser que qu'on a investi dans le passé peut s'avérer inefficace, et on a ce constat. La digitalisation a permis de mieux travailler pendant cette crise au niveau des directions financières. En termes de progrès de la digitalisation dans les directions financières, si on passe au transparent suivant, on remarque que finalement on est encore sur des process de digitalisation assez classiques. La trésorerie, alors c'est le précédent, en 2020, c'est le précédent. Donc la trésorerie, la comptabilité, voilà. Et puis le pilotage de la performance qui commence à émerger et qui est un sujet d'enjeu, on le verra dans la deuxième partie de la présentation. Pour 2021, on voit que quand on passe au transparent suivant, pour 2021, voilà, la trésorerie, et je pense que ça correspond vraiment à une situation qui est liée aujourd'hui à la nécessité de bien gérer le cash pour la plupart des entreprises. Le pilotage de la performance, qui est un enjeu de court terme et de moyen terme. Je pense qu'aujourd'hui, la relation avec les tiers financiers nécessite un pilotage de la performance beaucoup plus quotidien. Alors, on va peut-être pas quotidien, mais ce sera sans doute dans les échanges à venir. Il y a une nécessité pas de temps réel, mais véritablement d'amélioration de la périodicité des comptes, et puis la comptabilité. Donc on voit bien cette évolution et qui est liée effectivement à la crise. Donc quand on poursuit un petit peu la suite de la présentation et qu'on passe au transparent suivant, on leur a posé la question dans les domaines dans lesquels ils souhaitaient renforcer pour 2021 cette mutation, et on voit bien que la qualité des données, c'est ce que je retiendrai, est un élément important. Effectivement, faire de la prévision, améliorer la performance, mais aussi les données comptables, passe par une qualité des données et sans doute une intégration des données assez large et assez forte dans le futur du point de vue de ces directions financières. Et on poursuit un petit peu dans la suite de l'étude. La deuxième partie, laquelle on s'est intéressé, c'est les chantiers. Et on a cherché à aborder les chantiers de manière assez large, c'est-à-dire les chantiers à la fois de court terme et les chantiers de moyen terme. Et on a abordé donc la fraude, la facture électronique, l'agilité du pilotage et la maîtrise de tous les risques. Et quand on regarde les réponses qui se sont dégagées sur chacune de ces thématiques, sur la première, donc qui est la lutte contre la fraude, c'est pas un sujet important. Alors c'est pas un sujet important alors je pense qu'on va pouvoir en parler au cours des débats, mais la fraude, alors qu'il y a une très très grosse actualité, notamment en matière de cybercriminalité, n'est pas vue comme
comme un élément important à l'heure actuelle, à tort ou à raison. Deuxième élément, c'est la facture électronique, un sujet réglementaire. Et là encore, une prise de conscience plutôt modérée dans les grandes lignes et sans peut-être prendre en compte la réalité de la situation qui, je crois, est plus complexe, mais on aura l'occasion, je crois, de revenir dans les débats dans la suite de la présentation du webinar. Troisième thématique qui avait été abordée, c'est le pilotage de la donnée. Et là, on voit que les réponses sont parfaitement cohérentes avec les projets qui étaient donnés en première partie de l'étude, où on voit que l'exploitation d'une base de données est un élément particulièrement important, la qualité des données, la capacité aussi à intégrer des données dans un domaine élargi en intégrant les métiers, fait partie des piliers d'une bonne stratégie de pilotage de la performance à terme pour les directions financières. Donc, il y a une vraie conscience du sujet et une vraie implication des DAF sur ce sujet quand on regarde les résultats de cette étude. Enfin, dernier élément, je crois, en termes de thématique, l'intégration et d'indicateurs extra-financiers dans le pilotage de la performance. Alors, c'est vrai que c'est un sujet de moyen terme, c'est peut-être pas aujourd'hui la priorité. Pourtant, au regard de toutes les normes ESG, autour du développement durable, autour aussi de la nécessité de maîtriser des risques de plus en plus divers et variés, la fonction de direction financière, je pense, mais bon, ça c'est un sujet de débat, va s'élargir. Alors, peut-être pas dans les mois qui viennent, mais dans les 2 ans à venir, je pense que ça sera une des priorités fortes des directions financières en termes de projet. Donc, si on poursuit. Le DAF reste, quand on pose la question de son pilotage de la transformation digitale, un élément clé de ce pilotage. Alors, il a une position de leader, il reste dans une position de leader, et quand on regarde finalement ces chantiers de court terme et de moyen terme, et sans doute les chantiers de moyen terme, cette position va se renforcer. Donc, c'est véritablement par le DAF, sans doute en coopération avec les équipes informatiques, mais aussi l'ensemble des métiers. Il a, par sa capacité à rassembler la totalité des données et à offrir des solutions de pilotage et analytique pour l'entreprise, vraiment un rôle central dans cette transformation digitale. Et quand on compare en fait cette réponse, le choix d'être leader sur ce type de sujet, on voit bien sur les 3 baromètres qu'on avait réalisés qu'il y a une forte progression, donc une forte implication, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour la modernisation digitale des entreprises sur cette fonction. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin de la présentation. Voilà. Donc, 2 parties qui, je crois, permettent d'ouvrir, Jean-Guillaume, les débats sur tous les sujets de court terme et de moyen terme de la digitalisation de cette fonction. Aujourd'hui, en temps de crise, on a vu 2 éléments fondamentaux qui se détachaient pour mieux comprendre l'importance aujourd'hui de la digitalisation des directions financières. Il y a d'un côté la résilience dans la crise et puis le besoin de pilotage agile. Alors, on va commencer par la résilience. Et effectivement, il y a 1 an, tous les projets informatiques des directions financières étaient tout d'un coup mis en suspens avec la crise. Et puis tout le monde s'est attaché à sa gestion de trésorerie au quotidien. Puis très vite, on s'est aperçu que les investissements qui avaient été réalisés dans le digital permettaient en fait de renforcer vraiment la résilience des entreprises. Il fallait probablement pas arrêter ces investissements. Julien, Samy, vous voulez démarrer sur ce thème? Peut-être vous, Julien? Merci Jean-Guillaume. Effectivement, je veux bien prendre cette première partie de réponse. En tant qu'éditeur de solutions, on a effectivement constaté ce que vous avez mentionné, Eric, précédemment, sur justement la résilience des entreprises. Et c'est véritablement un sujet de fond, en fait, où ces investissements ont joué un rôle clé dans la stabilité et dans la pérennité de ces entreprises. Eric l'a évoqué en première partie. Globalement, on constate que les entreprises ont bien traversé cette période d'une façon générale. Naturellement et assez logiquement, certains secteurs ont été plus affectés, plus touchés que d'autres. Mais si on revient quelques années en arrière,
le sujet de la transformation digitale, c'est un sujet qui est pas neuf, qui est pas nouveau pour les entreprises. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on en parle, donc il y a eu un certain nombre d'investissements déjà faits. Nous, notre constat aujourd'hui sur des solutions effectivement qui vont aider les entreprises à structurer leur processus, leur pilotage de la performance, c'est qu'il y a eu, il s'est opéré en fait il y a 12 mois quasiment une réelle révolution dans le quotidien de l'entreprise. Cette révolution, quelle est-elle? C'est la révolution du télétravail. Et indirectement, ou de fait, passé cette première période un peu de choc que nous avons tous subi, qui s'est étalée sur 2-3 mois d'une façon générale, on a vu passer cette période de 2-3 mois de nouveaux investissements sur du digital, sur comment s'organiser. Pourquoi c'est important? Parce que du jour au lendemain, les entreprises ont dû se mobiliser pour faire face à cette problématique du télétravail. Lorsque les entreprises n'avaient pas investi préalablement sur des outils modernes, on parle de cloud, on parle de SaaS, software as a service depuis des années. Mais imaginez-vous à la place d'une entreprise, et notamment dans des secteurs qui sont très frileux sur l'usage du cloud, comment est-ce qu'on va donner accès à des centaines, à des milliers de collaborateurs depuis un réseau externe à l'entreprise? Si l'entreprise n'avait pas anticipé ce point-là, elles se sont retrouvées dans des situations de blocage qui ont généré parfois pendant plusieurs semaines l'impossibilité de suivre leur activité, leur business en continu. Donc ça, ce sont des sujets qu'on voit. Naturellement, le tableau est pas si noir que ça parce que je dirais que 70-75% des entreprises avaient déjà anticipé ce télétravail, cette capacité à pouvoir se connecter depuis n'importe quel point d'accès qu'on se trouve finalement en France ou même en dehors de nos frontières, connecté en permanence à des applications. Donc c'est ce que permet la technologie aujourd'hui. Et la technologie a été un véritable driver et fort heureusement pour les entreprises françaises, elles avaient déjà assez bien anticipé, assez bien investi sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un sujet qu'on va, je pense, développer par la suite, mais je vais laisser Samy effectivement compléter cette vision qu'il peut avoir sur les investissements. Merci Julien. Moi, je pense que la résilience d'un point de vue business, elle s'est surtout manifestée par un effet majeur du e-commerce. Compte tenu des conditions, c'était vraiment le levier digital pour les entreprises pour continuer à vendre leurs produits et leurs services. Si on se focalise sur la DAF, il y a eu une résilience des investissements, c'est sûr. Nous, on n'a pas constaté une baisse ultra significative des projets chez Wavestone d'implémentation d'outils digitaux. Je pense que la résilience du point de vue de la DAF, elle s'est manifestée par des stratégies différentes pour répondre à cette situation pendant la crise sanitaire. Il y avait 3 enjeux pour les DAF pendant cette crise. C'était piloter et anticiper, permettre à son entreprise d'être compétitive, optimiser le financement, les dépenses, et surtout faire face à la baisse d'activité en ayant un maximum de trésorerie pour faire face aux jours difficiles. L'adaptation de cette stratégie digitale au point de vue des DAF, elle s'est manifestée par le fait qu'on a peut-être mis en stand-by des projets majeurs, des projets d'investissement long terme, type renouvellement de son ERP. On s'est plutôt focalisé sur des outils autour d'un socle ERP et des outils qui permettaient des gains rapides et à forte valeur ajoutée pendant cette période Covid. Tu le disais très bien, il y avait un enjeu qui était de faciliter le travail collaboratif. Nous, ce qu'on a vu d'un point de vue des DAF chez Wavestone, c'est que il y avait un vrai enjeu sur la démat. Moi, je dis toujours, en fait, pendant la crise sanitaire, on pouvait, si vous envoyez votre facture votre facture, vous l'envoyez au siège, vous avez peu de chances de vous la faire payer rapidement, vu qu'il n'y avait pas forcément grand monde sur site. Donc la démat, elle s'est manifestée par beaucoup plus de personnes qui utilisaient les portails clients, les portails fournisseurs, l'échange électronique de documents. Et le deuxième point, le second point, notamment sur le pilotage de la performance, c'est que nous, chez Wavestone, on a eu beaucoup de projets pour la mise en place d'aides d'outils à la décision. Et pendant la pendant la crise sanitaire et pendant le premier confinement, tous nos projets qui étaient autour de la BI, de la data vis et de l'EPM, en fait, ils ont continué ils devenaient des projets enjeux majeurs pour les directions financières. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai besoin d'étudier tous les scénarios de prévision et d'atterrissage possibles.
Donc, moi, je trouve qu'effectivement, il y a une vraie résilience dans les investissements des directions financières. Il y a eu un maintien des investissements pour se doter d'outils pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. Mais je pense surtout qu'il y a eu vraiment une adaptation on va dire, de cette stratégie en priorisant sur des outils qui amenaient vraiment du gain rapide tout de suite et de la vraie valeur ajoutée. Suzanne, justement, je voudrais, on aurait peut-être dû démarrer par vous, je voudrais avoir le point de vue, le point de vue de la DAF et votre retour d'expérience comme DAF et puis comme animateur aussi d'un réseau de directeurs financiers sur l'implication justement des directions financières dans cette transformation digitale pendant la crise. Oui, alors je dirais c'est même pas la transformation, c'est vraiment l'utilisation du digital parce qu'on ne pouvait pas se transformer pendant la crise, il fallait faire avec ce qu'il y avait. Donc ça veut dire globalement, et on voit ça aussi dans le réseau, mais moi personnellement aussi, tous ceux qui avaient déjà des outils de travail, des collaborations à distance en place étaient évidemment très 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 contents. Nous, on s'est trouvé, pourtant notre site, il n'a pas arrêté un seul jour de tourner. On a eu la chance de faire partie des entreprises qui ont pu rester ouverts. Parce que c'est un peu difficile de télétravailler avec de la production. Mais au niveau administratif, heureusement qu'on avait un outil collaboratif mis en place juste avant le premier confinement. Sinon, je pense, ça aurait été très, très, très compliqué. Et évidemment, tous les gens, ils ont vu les manques. Donc, l'outil collaboratif, les factures papier, on parlait de workflow, signature électronique. J'ai essayé d'ouvrir un compte en banque pendant ce temps-là avec une grosse banque et qui n'était pas encore passé à la signature électronique. Ben, c'est la croix et la bannière quand vous devez faire des signatures physiques et personne n'est sur place. Et aussi, il y a l'histoire des factures papier qui sont devenues PDF partout. Qu'il fallait gérer. Donc, et je partage la vision de Samy. C'est pas nécessairement l'ERP qui est utile. Évidemment, il est toujours utile, mais je veux dire, dans cette situation-là, on a bien vu l'utilité de ce que j'appelle la marguerite, c'est-à-dire des applications permettant des retours sur investissement rapides et des aides rapides. Alors, Suzanne, vous œuvrez dans une PME et si on se focalise, et ça représente à peu près 50% de l'étude aussi, hein. Si on se focalise sur les PME et les ETI, il y a eu des freins, des obstacles auxquels les entreprises en matière de digitalisation ont été confrontées. Mais je pense le propre des PME ETI, donc HTL est une ETI maintenant, c'est qu'on prend pas toujours le temps de mettre en place les bons outils au bon moment. C'est toujours un petit peu dans l'urgence parce que comme forcément c'est pas des équipes pléthoriques et tout le monde fait un peu tout. La nécessité, elle paraît vraiment en temps de crise. Donc ça, je pense, tout le monde l'a vu. Et je vois ça aussi avec mes pairs qui évoluent dans d'autres sociétés de taille moyenne, sous LBO par exemple. C'est assez criant. Et pour rebondir sur la partie des prévisions, c'est surtout d'arriver à faire en permanence l'écart entre le court terme, le très court terme, genre la trésorerie du lendemain, qui implique d'avoir au moins un outil de base qui vous permet d'avoir tous vos comptes en banque, tout bêtement, et de faire un minimum de prévision. Et le long terme, justement sur la scénarisation, mais je pense on va revenir à ça. Et puis, il y a un sujet sur lequel on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le sujet des données. Dans l'étude, 55% des directeurs financiers sondés veulent renforcer la qualité de leurs données d'ici la fin de l'année. La donnée, ça a eu un rôle particulier dans le contexte de la crise, Suzanne? Absolument. Et je dirais, à la limite, c'est pas la donnée en pléthorique, c'est la bonne donnée. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne, c'était la prise de commande, c'est-à-dire vraiment en tant qu'indicateur avancé. C'était la prévision de cash, c'était la modélisation de la masse salariale. Donc, on s'est vraiment concentré sur quelques indicateurs clés. Et moi, ça fait très longtemps, moi personnellement et aussi avec l'association FIPLUS, que
que je représente par ailleurs, on est vraiment l'avocat de la bonne donnée au bon endroit et le CFO a un vrai rôle clé là-dedans parce qu'on sait ce que c'est une donnée, on sait ce qu'est une donnée propre. Et par contre, on n'est plus du tout gardien de la donnée, on est animateur de la donnée en réseau parce qu'il y en a partout. Et il faut travailler avec les opérationnels pour en sortir les bonnes. Animateur, le directeur financier animateur de la donnée au réseau. Julien, comment est-ce que la donnée peut participer au renforcement de la résilience des entreprises selon vous? Alors, Suzanne le disait à juste titre, la donnée, elle est vraiment clé dans une structure, dans une entreprise. On avait l'habitude de dire cash is king, data is king également, parce qu'il y a une telle prolifération et un tel développement de la data que ça devient un élément stratégique pour la prise de décision. Donc, en période normale, je dirais que la donnée, elle est nécessairement utile, mais on est plutôt tourné vers l'intérieur de l'entreprise, piloter ses résultats, piloter ses achats, ses stocks. Donc, on est plutôt tourné vers soi. En période de crise, on a constaté, nous, que justement les entreprises, elles étaient naturellement, effectivement, focalisées sur leurs données. Comment est-ce qu'elles allaient assurer le paiement des salariés, des fournisseurs, générer suffisamment de cash. Mais elles étaient aussi tournées vers l'extérieur pour essayer de capter des signaux, et ce que j'appellerais même des signaux faibles, finalement, qui vont être des inducteurs sur une éventuelle reprise de l'activité. On a beaucoup de clients qui nous ont justement sollicité autour de problématiques liées à d'une part, effectivement, comme le disait, l'indiquait Suzanne, la qualité de la donnée, mais ça, c'est un sujet finalement que dans l'EPM, dans les sujets de pilotage de la performance, on connaît depuis quasiment le démarrage des outils de pilotage. Mais ce contexte particulier a amplifié le phénomène et a fait prendre conscience aux entreprises qu'elles ne pouvaient pas travailler en vase clos ou en autarcie. Il fallait vraiment intégrer des éléments externes. On parle souvent de la reprise de l'activité en Asie. Ça fait partie clairement de signaux que certains industriels ou certains de nos clients ont souhaité capter parce que en fonction de cette reprise-là, ça avait un impact sur la gestion de stock, l'approvisionnement, donc de fait sur les ventes en cascade. Donc en ce contexte particulier, ça a permis effectivement pour les entreprises qui ont identifié ce levier, ça leur a permis d'être plus agiles, on va en parler dans un instant, de réagir et de ne pas subir ce qui se passait finalement dans un contexte où malheureusement les prévisions, il fallait les refaire quasiment tous les jours quotidiennement. Voilà. Bon, on va effectivement parler maintenant de pilotage agile. Dans l'étude, on a 67% des entreprises qui déclarent que l'agilité du pilotage financier est devenue déterminante pendant la crise sanitaire. Samy, vous pouvez nous dire pourquoi ce besoin d'agilité est devenu incontournable, surtout en période de crise? Moi, je vais rebondir sur ce que Suzanne et Julien ont dit déjà, c'est pour amener le point sur l'agilité, le pilotage agile. C'est vrai que Suzanne, tu le disais très bien, il y a un capital data aujourd'hui qui y a pléthore de données disponibles pour la finance. Et Julien, j'aime bien l'idée que tu remettes en avant aussi que l'enjeu majeur pendant cette crise sanitaire, c'était de ne pas être centré sur ces données internes, mais d'être également d'absorber toutes les données externes, les tendances de marché. Et le pilotage agile, c'était moi je dis toujours que dans ce contexte, en gros, on a vu beaucoup de nos clients en contrôle de gestion chez Waystone qui étaient sans cesse en train de retriturer leurs données, je dis pas tous les jours, mais enfin quasiment tous les jours, de voir quelles allaient être les prévisions d'atterrissage, quel va être mon business demain. Donc il y avait ce besoin de vraiment de capter toutes ces données, de les travailler, de les exploiter, de les analyser, parce que et d'être agile pour faire face à ces tendances de marché qui bougent au gré de toutes les annonces. Et c'était une démarche indispensable, ce pilotage agile, pour permettre au DAF d'accompagner sa direction générale, de lui dire voilà quels sont les risques, voilà quelles sont les opportunités. On avait un DAF qui devait être agile qui devait avoir un pilotage agile, anticiper les chiffres pour rapidement proposer des arbitrages, que ce soit sur l'évolution d'un business model, d'une offre de service à sa direction générale. Donc il y a le pilotage agile, c'est d'avoir
de traiter sans cesse toutes les données disponibles en traitant les bonnes données, comme tu disais, Suzanne, et également de bien anticiper son business de demain. Et surtout, c'est bien sûr de tirer parti de toutes ces données pour comprendre quelles vont être les performances de demain et de mettre en place et d'accompagner la direction générale dans la mise en place des bonnes actions pour pouvoir maintenir son business ou développer de nouveaux business. Euh, Julien, quand je vous ai lu en fait dans l'entretien avec Option Finance et quand on parle de capacité de prévision, d'anticipation, de pilotage agile, vous avez observé deux types d'entreprises, deux catégories d'entreprises. Vous voulez nous en parler? Oui, tout à fait, Jean-Guillaume. On a effectivement constaté en fait qu'on avait des entreprises qui n'avaient pas forcément anticipé cette situation en termes de transition digitale et qui ont plutôt subi du coup ce qui se passait. Et pour elles, ça a été plus compliqué, en tout cas sur la première phase. Mais bon côté de la chose, c'est que les entreprises qui s'étaient préparées davantage, elles ont gagné justement, et l'agilité pour elles, c'était déjà quelque chose, un atout qui était décisif dans un contexte, je dirais, que j'appellerais ordinaire. C'était un avantage compétitif finalement. Mais cette agilité, sans paraphraser Samy, mais c'est vraiment devenu quelque chose qui est devenu un avantage stratégique pour elle, cette capacité à traduire des scénarios en forecast, en reforecast, en actualisation plus fréquente. Dans des outils comme ceux que Board propose, qui sont des outils de pilotage de la performance, comment cela se traduit? Finalement, on avait jusqu'à maintenant, jusqu'à mars 2020, globalement des entreprises qui pilotaient, qui faisaient un budget annuel et qui avaient une revue du forecast qui pouvait se faire au mieux tous les trimestres, voire éventuellement vraiment au mieux tous les mois. Mais dans cette période incertaine, on a vu et on a eu une demande forte justement d'agilité poussée à l'extrême, et c'est ce que également Suzanne indiquait en introduction, où au final on parle presque plus de budget ou de forecast, on parle de scénario. Et les entreprises, elles ont, celles qui étaient justement, qui avaient investi dans le digital, elles ont eu cette capacité, grâce à des outils comme les nôtres, de passer d'une maille de prévision trimestrielle ou mensuelle à une maille hebdomadaire, voire quotidienne. Et certains de nos clients faisaient effectivement des scénarios quotidiens en termes de gestion du cash, en termes de gestion des approvisionnements, en termes de pilotage justement des différents flux de trésorerie. Donc l'agilité, pour des outils, pour des logiciels, elle se traduit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une maille macro, trimestrielle ou mensuelle, à une maille quotidienne dans un outil? Et ben, avec des solutions qui sont agiles, on va pouvoir le faire en un clic. Ça va demander quelques minutes à paramétrer. Pour d'autres outils, ça va être beaucoup plus complexe lorsqu'on est, c'est trop structurant ou trop impactant pour le business de l'entreprise. Donc ça, on le voit quotidiennement, et c'est des tendances que vraiment on essaye de mettre en avant dans l'agilité, dans l'usage de solutions pour toujours mieux anticiper et suivre ce qui se passe ou se projeter vers l'avenir. Suzanne, concrètement pour vous, le pilotage de crise agile, ça a représenté quoi? Si Déjà, vous oui, je voulais rebondir sur ce que je disais, Julien, c'est le outside in. Dans une période où vos clients ne savent même pas de quoi demain est fait, et vous, il faut penser pour eux, notamment quand vous êtes dans un business qui comporte aussi de la production. Et ce qu'on a fait, et d'ailleurs pour la première fois, de mettre de l'intelligence marché dans les prévisions pour anticiper la reprise et par exemple très exposé ou pas exposé, mais en tout cas influencé par les marchés asiatiques. Et quand on a vu que les cliniques esthétiques réouvraient en Asie, on se dit il y a forcément un rebond à prévoir, et ce rebond, il est venu. Mais c'était vraiment des signaux faibles externes qu'on a su utiliser. Donc, comme on est dans une entreprise qui est tout juste ETI, donc on n'a pas encore tous ces outils. Donc, pour l'instant, je suis sur le bon vieux Excel, mais avec tout à fait les démarches dont parlait Julien et Samy. Et je pense maintenant, pour les entreprises de taille moyenne notamment, l'enjeu, c'est d'automatiser ça. Mais moi, je suis passée par contre plutôt de la maille très petite à une maille plus grande pour avoir plus de vision. Parce que aussi, il faut savoir, a fortiori quand vous avez des investisseurs financiers, il faut créer de la confiance.
Donc, ils sont tous ceux qui sont un peu plus loin, que ce soit des banquiers ou des actionnaires, sont un peu plus loin du quotidien de l'entreprise, et donc il faut les rassurer. Il faut déjà nous rassurer nous, mais surtout aussi rassurer les intervenants et les stakeholders externes. Et ça, justement, ce type de prévision qui sait osciller entre le très court terme et le long terme, c'est primordial parce que c'est vraiment tous les jours. Donc voilà, donc on était un peu à la main, je dirais, mais ça fait partie de mes projets pour un foreseeable future de m'équiper de cette manière-là pour l'automatiser. N'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra à la fin de ce webinaire, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions en haut à droite pour l'ensemble des participants. Et avant de partir sur un peu l'avenir et avec vous, Mathias, je vois juste, on devrait les prendre à la fin, mais j'ai une petite question là visiblement, quelqu'un qui demande, est-ce que pour un pilotage de crise agile, il faut associer budget et rolling forecast? Rapidement, Julien. Je veux bien prendre la question, effectivement, Jean-Guillaume. C'est un sujet, effectivement, qui est assez récurrent, et notamment dans des contextes un petit peu particuliers, exceptionnels. Le rolling forecast, ça consiste à globalement revoir tous les 3 mois ces prévisions de vente sur un horizon de temps qui est un horizon glissant, où en général, on lit sur 12, mais voire même plutôt 18 mois, ces prévisions justement soit sur du cash, soit en fonction des différentes thématiques. Donc il y a un avantage indéniable qui est lié à un horizon de temps mobile, qui permet du coup de se projeter beaucoup plus facilement, et surtout de voir des comparatifs à période constante. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé fortement et qu'on voit. Maintenant, il y a aussi un certain nombre je vais pas dire des limites, mais de freins aux outils et au rolling forecast. Lorsqu'on n'a pas justement cet équipement interne, cet investissement digital, ou cet avantage du rolling forecast, et on prendra le contact, Suzanne, merci, par la suite sur justement le besoin d'équipement. Le rolling forecast, ça nécessite aussi quand même que les équipes passent pas mal de temps sur l'actualisation quasi continue de la data. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un socle outils data d'entreprise qui soit déjà posé. Sinon, ça va être une contrainte supplémentaire pour les collaborateurs qui vont passer encore plus de temps à faire du data crunching finalement que de l'analyse de la donnée. Donc pour nous, dans notre vision, on a le reporting, on a le budget. Une fois que ça s'est posé dans un socle et dans des automatismes, Excel est un outil formidable, mais qui est aussi à ses limites lorsqu'on voit un petit peu les différentes erreurs de prévision qu'il y a pu y avoir justement autour de cette crise liée à Excel. Il faut aussi qu'on puisse structurer l'outillage de l'entreprise, et c'est ce qu'on va essayer justement de mettre en place. Le rolling forecast va avoir son rôle. Au même titre, on n'en a pas encore beaucoup parlé, de tout ce qui est intelligence artificielle, ou pour moi ce que j'appelle tout ce qui est prédictif, voire prescriptif. Et c'est là la force d'outils finalement qui viennent automatiser, qui viennent en fait se poser comme une colonne vertébrale de l'entreprise, du système d'information d'entreprise. C'est que ces outils vont libérer le temps des collaborateurs sur des tâches finalement à faible valeur ajoutée, pour qu'ils se concentrent sur des outils ou sur des tâches justement d'analyse, de conseil, qui sont leur rôle premier. Et c'est ce qu'on oublie souvent lorsque je parle à des directeurs financiers ou des directrices financières qui me disent moi le dimanche soir je suis tout le temps en train de faire du data crunching parce que le lundi matin j'ai ma prévision comité de direction à faire, et que je passe mes week-ends à faire ça. C'est plus possible. C'est plus possible parce que ça met en danger quelque part le pilotage de l'entreprise, et le rôle de la direction financière d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être le business partner, le disait dans l'étude, c'est d'être le business partner de la direction générale. Voilà, en quelques mots. C'est un sujet passionnant, donc c'est pour ça que je pourrais parler aussi assez longtemps là-dessus, mais je sais que mes collègues ont aussi encore pas mal de choses à dire. Voilà. Oui, le temps nous a un tout petit peu compté, et je voulais passer un peu sur les leçons à tirer pour préparer l'avenir avec Mathias. Mathias, quand on a préparé ce webinaire, il y a un certain nombre de choses dans les chantiers à venir et dans l'étude qui vous ont un peu surpris et sur lesquels vous vouliez attirer l'attention des participants, notamment sur le sujet de la facture électronique. Pas que, mais notamment. Notamment, effectivement. Alors, quand on parle de facture électronique, en fait, on est en train de parler de la fiscalité électronique française 2023 et de cette transformation française, en fait. On en parle tous, tout le monde est à peu près au courant, c'est bien ce que montre l'étude,
Elle sera clairement obligatoire pour tous les assujettis à la TVA dès le 1er janvier 2023. Alors, on voit bien que 84% des DAF sont au courant dans les grandes lignes du passage à la facture électronique. Par contre, ce qu'on voit en fait, c'est que beaucoup semblent quand même dans le flou. C'est-à-dire qu'il n'y a que 13% des DAF qui voient les détails de la modalité de passage et de la mise en place de la facture électronique. Ce qui est vraiment étonnant, ce qui ressort de cette étude et qui m'a étonné effectivement et qui nous étonne chez ITsoft, c'est que 89% des répondants, donc presque l'ensemble des répondants, considèrent maîtriser les aspects opérationnels de la réforme parce qu'ils traitent déjà de la facture électronique. La vérité, c'est que la majorité des gens, en disant qu'ils traitent de la facture électronique, traitent surtout du PDF simple arrivé par email ou de l'EDI non fiscal. Donc on voit bien en fait qu'il y a encore beaucoup à faire pour informer les entreprises sur la conformité réglementaire qui va être nécessaire et les accompagner vers ce passage qui va être absolument incontournable, puisqu'il ne suffira pas juste de recevoir un simple PDF pour parler de facturation électronique en 2023. Alors, on est un acteur légitime sur le sujet, puisque ITsoft, tel que d'autres, participe aux travaux et aux ateliers de la DGFiP et qu'on contribue activement sur ces échanges. Donc, on peut le dire dès aujourd'hui, dans cette transformation, pour l'instant, les entreprises ne sont pas prêtes et il faudra bien un acteur du digital pour les accompagner. La deuxième chose qu'on perçoit aussi, oui. Oui, c'est un sujet pour les petites entreprises, les PME, les ETI, ou c'est aussi un sujet pour les grandes entreprises? Parce que les grandes entreprises, elles sont déjà pas mal dématérialisées. Alors, les grandes entreprises, en fait, ça va dépendre desquelles. Il y a celles qui ont déjà mis en place des flux qui sont très fiscalisés, tels que le DI fiscal, c'est ce qu'on voit par exemple dans le monde de l'automobile. Auquel cas, ces grandes entreprises vont reposer sur les fameuses plateformes certifiées qui leur permettront de négocier ce passage sans grande contrainte. En gros, c'est leur partenaire EDI fiscal qui fera le travail pour eux. Pour autant, il y a quand même des grandes entreprises qui ne sont déjà pas dans ce mode-là. C'est souvent pas le cas des ETI et encore moins des PME et PME. C'est vraiment ce qui est observable. Donc il y a pas mal de progrès à faire et ça va être l'un des grands chantiers à votre sens peut-être mal appréhendé par les entreprises pour les années à venir. Sur la fraude, on était aussi assez étonné. Eric en parlait en début en présentant le baromètre. Assez étonné du peu d'implication qu'il pouvait y avoir de la part des directeurs financiers sur ce sujet de la fraude. Alors, peu d'implication, je suis pas certain. Il y a quand même un quart des répondants qui s'y intéressent. Et par cumul, on voit bien que 45% des DAF pensent peut-être investir en 2021 pour lutter contre la fraude. Après, on ne sait pas vraiment quel niveau d'investissement. Ce qui est quand même notable, et on le voit, c'est que depuis 2008, la fraude n'a cessé de doubler chaque année. Le digital simplifie certes le travail et les échanges à l'intérieur de l'entreprise, mais ça a aussi malheureusement simplifié le travail des fraudeurs. Donc il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet. Alors si on se remémore les exemples qui pourraient éclairer un petit peu cette lecture-là et nous surprendre, on voit bien dans les études, d'autres études qui ont été faites comme celle de la RMS, qu'une fraude sur deux porte sur le faux fournisseur. On a tous en mémoire lors du premier confinement de la crise sanitaire le cas de la SERP, qui a malheureusement acheté des masques et des gels hydroalcooliques à une société fantôme pour plus de 6 millions d'euros passés en fraude, et ça a bien été payé. Donc notre conviction, et c'est aussi ce qu'on met en avant, c'est qu'aujourd'hui, un projet de digitalisation de la fonction finance et du procure to pay ne peut pas être pensé indépendamment de ce qui permet de se protéger de la fraude. Alors, il y a le risque de fraude, mais il y a aussi bien sûr les risques qui sont liés à la conformité, parce que c'est un élément qui n'est pas totalement abordé dans ce questionnaire-là, mais c'est aussi la deuxième face de cette pièce du risque qui existe, la conformité. Là, on va plus parler de tout ce qui pèse sur les entreprises en termes de délai de paiement, et c'est bien quelque chose qui est apparu pendant cette crise sanitaire. On est passé à presque 30% d'impayés, sachant que la DGCCRF aussi a renforcé les sanctions pour les retards de paiement. Donc c'est bien un territoire qu'il faut couvrir dans son ensemble dans les projets de digitalisation de la fonction comptable et financière. Eric, c'est une idée pour l'année prochaine, effectivement, de rajouter des questions sur la conformité problématique auxquelles les financiers sont confrontés.
Il nous reste un petit peu de temps. Samy, vous voulez réagir aussi sur les leçons à tirer pour préparer l'avenir et puis les processus que vous voyez sur lesquels les directeurs financiers vont investir? Mais je pense que dans l'étude, enfin, ce qui ressort très bien et on le voit à travers les sujets qu'on vient de traiter, c'est au niveau de la DAF, c'est bien sûr le pilotage de la performance. Voilà, le traitement de la donnée, être capable d'anticiper. Vous parliez de budget, de rolling forecast. Nous, on a enfin, chez Wavestone, on a publié un article justement disant 2020 budget à la poubelle. 2021, je pense pas que nos amis DAF aient encore une bonne vision et vont atteindre ces éléments budgétaires. Donc le nerf de la guerre pour la direction financière, ça va être d'exploiter pléthore de données, de l'interpréter correctement avec les tendances de marché et surtout d'être capable d'être le vrai bras droit de la direction générale pour voilà travailler le business model avec la direction générale, travailler les offres de services. Donc moi je pense que ça va rester le cœur, l'enjeu majeur et qui va driver les prochains mois et les prochaines années de la direction financière. Ensuite, il y a un sujet que je trouve qui revient pas mal, c'est aussi lié aux prévisions, c'est toute la partie cash et trésorerie qui ressort. J'ai bien aimé parce que hier il y a eu une intervention de Bazin, le PDG d'Accor, qui disait on a une trésorerie de 4 milliards, ça va nous permettre de tenir dans ces conditions pendant 4 ans. Donc j'ai trouvé l'information intéressante puisque pour dire voilà c'est pour une entreprise qui est dans un secteur hôtelier, enfin dans un secteur hôtelier qui a subi les foudres de la crise sanitaire, ça montre bien les priorités et les enjeux auxquels devront faire face les directions financières demain pour assister au mieux leur direction générale. On a un participant qui réagit et qui dit, je le lis, en 2021, dans un contexte de pandémie, les marges de manœuvre financières ultra contraintes font qu'on va investir dans les urgences absolues et donc dans des fonctions d'automatisation de processus clés. L'un de vous trois veut réagir par rapport à cette réaction d'un de nos participants? Je veux bien, effectivement, on comprend parfaitement qu'on commence par digitaliser les urgences absolues dans ce contexte-là, mais c'est aussi quelque chose qui ressort de l'étude qui a été produite, hein. On voit bien que les DAF notent eux-mêmes leur digitalisation de processus à 1,9 sur 5 par rapport aux notes proposées. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une vraie marge de progression et que les entreprises n'ont pas encore automatisé de bout en bout leur processus. Or, la digitalisation de l'ensemble du procure-to-pay, du processus financier, est vraiment la réponse la plus efficace pour relever tous ce défis de rentabilité et de sécurisation de l'entreprise. Tiens, il y a aussi un autre sujet, et c'est un participant qui nous le fait remarquer, c'est sur l'intégration des données extra-financières, où ce participant dit à 69%, il y a une volonté très élevée des directeurs financiers d'intégrer ces notions, ces données extra-financières. C'est quelque chose, alors c'est pas effectivement une urgence, on est plutôt sur du moyen long terme. C'est quelque chose aussi que vous commencez à voir chez vos clients, pas vraiment. Là aussi, l'un de vous trois pour réagir là-dessus. Moi, je veux bien. Ah, pardon, Suzanne, vas-y. Juste peut-être rapidement un peu la voie du terrain. Chez FIPLUS, notre thématique est le CFO, l'influenceur responsable. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose au long cours et dans toute taille d'entreprise, l'ESG devient important et c'est pas du greenwashing, c'est vraiment une vraie préoccupation pour la planète et une vraie nécessité aussi commerciale. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer, qu'on va intégrer, mais comme il s'agit justement, comme leur nom indique, des données extra-financières, mais il faut savoir les trouver et les intégrer, se le faire parler. Et là, le CFO a un rôle primordial pour justement être un peu le hub de toutes ces datas et d'animer ça.
Alors, je voulais vous faire conclure, Suzanne, mais on va, Julien, un petit mot, vous vouliez intervenir là-dessus. Non, je voulais simplement, Jean-Guillaume, merci, rebondir sur ce qu'indiquait Suzanne, c'est qu'effectivement, les sujets autour du reporting extra-financier, puis finalement, c'est plus large que ça, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE. On voit qu'il y a une véritable tendance de fond, et c'est bien parce que c'est un engagement aussi fort et moral de l'entreprise d'inclure des informations autres que financières, comme on l'a dit, dans les résultats qu'elle publie. Donc c'est vraiment une tendance de fond. Il faut pas oublier que c'est une obligation aussi, quelque part. On a toujours tendance malheureusement à penser que c'était uniquement réservé à des groupes cotés, mais depuis la loi Grenelle 2 qui doit dater de 2011, cette loi, elle s'impose maintenant à des entreprises qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a d'un côté effectivement une certaine complexité à capter ces informations-là, mais en parallèle de ça, alors je pense que 2020 était une année vraiment exceptionnelle, particulière, donc les entreprises n'ont pas pu consacrer le temps et l'investissement qu'elles souhaitaient sur cette problématique-là, mais on sent qu'il y a un véritable sujet de fond, et ça devient également un levier de communication financière, cette problématique RSE. On va être obligé de se quitter. On a dépassé nos 50 minutes. Et en fait, je lisais un peu le dossier que vous allez retrouver dans Confinance et dans lequel vous retrouverez l'étude. Je rappelle aux participants que, bien entendu, l'ensemble de nos experts sont à votre disposition si vous voulez poursuivre cette discussion, si vous voulez qu'ils vous envoient l'étude complète. Et le mot de la fin, ça serait peut-être celui d'Emmanuel Riac, qui est votre CEO, Mathias, et qui parle de digitaliser pour se réinventer. C'était effectivement ce qu'on voit pour l'avenir, digitaliser pour continuer à exister et digitaliser pour se réinventer pendant et après cette crise. Merci à tous les quatre, merci à l'ensemble de nos participants de nous avoir suivis, et puis on se retrouve l'année prochaine pour le 4e baromètre, j'espère. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Merci merci. beaucoup. Oui, Au revoir. Au revoir.